Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Élise Bourru, je suis chef de projet climat, eau et résilience au sein d'Actiara. Alors peut-être juste si j'arrive à mettre au bon endroit, voilà, une première diapo rapide sur Actiara, parce qu'en fait, nous étions au tout début du programme LIFE Actiara et nous avons changé de nom début 2024. Donc, Actiara regroupe vraiment toutes les activités du groupe Ingérop qui sont liées à l'environnement, au climat et à la transition écologique. Moi, je travaille au sein du pôle climat et territoire qui participe au projet. Et donc, nous sommes responsables de l'action C1 du LIFE qui est développement et validation d'outils d'aide à la décision pour les acteurs locaux et on contribue aussi à d'autres actions. Alors, voici le sommaire de mon intervention en 4 temps. Je vais commencer par faire un point sur les objectifs de la formation, les outils que je vais vous présenter. Ensuite, on va faire un point assez rapide, étant donné ce que vous avez vu déjà ce matin sur les concepts clés et les grands principes de l'adaptation du changement climatique. Ensuite, je vais vous partager tous les éléments qui concernent le diagnostic de vulnérabilité au changement climatique, puis le deuxième outil qui est la stratégie d'adaptation au changement climatique. Alors, concernant les objectifs de la formation et les outils, donc là, on est sur le jour 1 en distanciel. L'objectif, c'est de vous présenter donc les deux outils. Et avec une partie d'entre vous, on se retrouvera soit le 30 mai à Paris, soit le 6 juin à Toulouse pour une mise en situation et des études de cas pratiques. Alors, des outils pour quel objectif? Déjà, le principal objectif de ces outils, c'est de permettre aux gestionnaires locaux de l'eau de faire face aux impacts du changement climatique et de s'y adapter. Donc là, on transpose en gros les grandes orientations, le plan national d'adaptation au changement climatique ou les plans de bassin au niveau des grands bassins en France, le plan eau. Et donc, on va transposer ces grandes orientations à l'échelle locale en synergie avec les objectifs et les stratégies territoriales. L'idée, c'est vraiment de s'accorder avec les objectifs et stratégies territoriales qui existent déjà. Donc là, on va utiliser des moyens, des méthodes qui sont accessibles et qui permettent de comprendre les enjeux et les impacts du changement climatique sur le territoire pour pouvoir passer à l'action dans le cadre d'une stratégie qui sera concertée, et j'insisterai sur ce mot. Alors, comment traduire ces grands objectifs? Déjà à l'aide d'un diagnostic qui permettra d'analyser les conséquences du changement climatique. Donc, en gros, on va croiser d'une part les connaissances scientifiques qui sont disponibles sur le changement climatique et d'autre part les connaissances de terrain, de ses caractéristiques et de ses fragilités. Ça va nous permettre de caractériser les besoins et les réponses en termes d'adaptation. Et dans un second temps, on va utiliser la stratégie d'adaptation et le plan d'action, enfin les outils, stratégie d'adaptation, plan d'action, pour limiter les impacts négatifs des évolutions climatiques et accroître la robustesse des systèmes socio-économiques et naturels. Alors là, on parle de deux étapes différentes, mais elles peuvent être menées indépendamment l'une de l'autre. Si un territoire a mené par ailleurs un diagnostic sur l'adaptation au changement climatique, du coup, on peut utiliser l'outil stratégie d'adaptation directement. Alors, les outils, justement. Donc, on a développé dans le cadre du programme LIFE Eau et Climat 2 outils. Le premier, c'est le guide méthodologique diagnostic des vulnérabilités. Et le deuxième, c'est le guide méthodologique et l'outil web stratégie d'adaptation au changement climatique. Alors, la structure de ces deux guides, elle est commune. On a une démarche qui est vraiment pas à pas. Pour chacune des étapes un peu clés, vous avez des fiches techniques et des fiches de pilotage qui vous accompagnent. Et puis, sur les deux guides, on a également un fil rouge avec un exemple de mise en œuvre de la démarche. Donc, on est vraiment sur du pas à pas très pédagogue qui vous permet de suivre les démarches tout du long. Et dans le cadre de la stratégie, vous avez en plus un outil web qui vraiment vient s'accoler au guide écrit et qui vous permet en fait de compléter les différentes étapes au fur et à mesure de façon structurée et accompagnée. Alors, je vais attaquer la deuxième partie de ma présentation, les concepts clés et les grands principes.
Alors, déjà, le cadre méthodologique de référence dont on va parler là pendant l'après-midi, c'est vraiment le concept de vulnérabilité. Donc, comme vous l'avez vu dans les définitions, on est sur un croisement entre les facteurs climatiques ou l'exposition, les facteurs non climatiques ou la sensibilité et la capacité d'adaptation des systèmes. Là, en l'occurrence, on est plutôt on parle de territoire. Donc, du coup, dans la démarche qui est proposée, quand même un point important, c'est qu'on va calculer les vulnérabilités en fonction d'un scénario socio-économique qui est constant. Donc la question qu'on va se poser pendant toute la démarche, c'est comment s'en sortirait-on avec les caractéristiques du territoire d'aujourd'hui, mais dans le climat de demain? Alors je vais passer au diagnostic avec une première question pour savoir un peu quelles sont les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc là, moi, je vous pose juste une question. Vous avez le choix entre plusieurs réponses. Donc là, pareil, soit vous scannez le code, soit vous allez sur Mentimeter et vous rentrez ce code. Et la question, c'est, avez-vous déjà réalisé un diagnostic de vulnérabilité au changement climatique sur votre territoire? Par diagnostic de vulnérabilité, j'entends pas forcément celui qu'on présente nous, ça peut être une autre méthode qui vous a permis de réaliser ce diagnostic, mais voilà, c'est pour savoir si vous connaissez un peu ce type de méthode. Alors, il y a une question qui vient d'être posée, c'est quelle différence ou complémentarité il y a avec la méthode et l'outil TACT de l'ADEME? Alors, c'est deux méthodes qui sont assez proches. Mais finalement, la méthode qui est développée dans le cadre du live, c'est vraiment une méthode qui a été développée pour les territoires locaux de la gestion de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on a développé un outil quand même différent, avec la particularité aussi voilà, de ces trajectoires. Les bases de données aussi sont pas les mêmes. Donc, voilà. Alors, je vois que vous avez commencé à répondre. Alors, je vous donne un peu les réponses qui apparaissent pour vous partager un peu les réponses. Il y a 7 personnes qui ont déjà réalisé un diagnostic de vulnérabilité, 8. Une personne qui dit oui, mais il faut l'actualiser. Ensuite, il y a 8 personnes qui disent non, on n'a pas réalisé de diagnostic de vulnérabilité au changement climatique, mais c'est en projet. La majorité des personnes présentes répondent non, je suis là pour en savoir plus. Et puis j'ai 10 personnes qui ont répondu autre. Ok. Bon, je vous remercie pour vos réponses. Alors, vous pouvez aussi rester sur Mentimeter parce qu'après j'aurai une autre question tout à l'heure pour vous. Sinon, je vous remettrai le code. Alors, je vais commencer par la présentation de l'outil de manière un peu globale. Donc, la méthode que je vais vous présenter, c'est une méthode qui est, on va dire, une méthode d'autodiagnostic des vulnérabilités au changement climatique, donc dans le secteur de l'eau, comme je le disais juste avant. Alors, ce n'est pas un outil clé en main dans le sens où il y a quand même un vrai travail d'appropriation. C'est une étude qui va être menée à chaque fois, qui sera vraiment propre à chaque territoire et en particulier selon les niveaux de mobilisation, les moyens qu'on peut mettre en place pour réaliser l'étude, etc. Et c'est une démarche qui nécessite un accès à des données de projection climatique et de débit et qui demande aussi de pouvoir manipuler ces données. Donc, il faut quand même voilà, quelques connaissances de base. Alors, l'outil se présente en 5 étapes différentes. Le cadrage et la définition des enjeux, l'identification des facteurs de vulnérabilité, le choix des indicateurs de vulnérabilité, l'évaluation des vulnérabilités et la partie synthèse et mise en forme des résultats. Donc moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous brosser chacune de ces étapes. Alors, je vais commencer avec la première, le cadrage et la définition des enjeux. Là, vous allez vous poser plusieurs questions. Je vous en ai mis une bonne partie. Alors déjà, vous allez vous demander quelle thématique vous allez traiter. Alors, on est sur des thématiques qui sont en général prioritaires vis-à-vis du changement climatique, bien sûr. Et vous pouvez réfléchir aussi à des thématiques sur la base de celles qui sont déjà identifiées dans différents documents. Typiquement, dans le PAGD, le plan d'aménagement et de gestion durable d'un SAGE,
vous avez des thématiques qui sont identifiées comme étant prioritaires, probablement que vous allez envisager de traiter ces thématiques-là. Une autre question que vous allez vous poser, c'est à quelle échelle de travail on va avoir à faire. On est sur un périmètre qui est un périmètre géographique qui soit cohérent d'un point de vue hydrologique ou hydrogéologique. Et puis, on peut aussi s'intéresser aux caractéristiques socio-économiques et aux usages de l'eau pour tracer ces périmètres. Alors, le découpage du territoire peut se faire en zone d'étude. Donc, on peut territorialiser l'évaluation de la vulnérabilité. Par exemple, sur un bassin versant hydrologique, vous pouvez avoir 3 parties différentes, 3 sous-bassins versants qui soient cohérents d'un point de vue socio-économique. Enfin, vous allez vous poser la question de l'horizon temporel. On peut être sur un horizon temporel proche ou lointain, sachant qu'en général, l'horizon du changement climatique, on est sur des périodes de 30 ans. Ça dépendra aussi, donc c'est quelque chose que vous allez regarder à ce moment-là, des données hydroclimatiques qui seront utilisées et de leur disponibilité. Des fois, vous avez des données peut-être qui ne seront pas disponibles et accessibles à l'horizon que vous souhaiteriez traiter, donc ça va éventuellement remettre en question vos objectifs de départ. Autre question que vous allez vous poser, quel scénario climatique et socio-économique je vais prendre? Alors, sur les choix climatiques, donc on a parlé du choix de l'horizon temporel. Vous allez avoir un choix également à faire sur les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que je travaille plutôt sur les scénarios RCP, SSP, à partir des données de la TRAC? Donc ça dépendra aussi de ce qui est disponible. Vous allez avoir un choix à faire sur le ou les modèles climatiques que vous utilisez. On peut aussi utiliser du multimodèle. Je pense que ça, vous l'avez vu ce matin en parlant de DRIAS. Et puis, vous allez voir justement quelle est la disponibilité des données. Alors, nous, c'est vrai que la plupart du temps, on utilise les plateformes DRIAS-O, pardon, mais bon, il y en a d'autres. Et puis, ça peut être aussi des données générées localement sur votre périmètre. Ensuite, sur les choix socio-économiques, vous pouvez partir donc d'une hypothèse d'économie constante. Comment nous en sortirions-nous avec la situation politique et économique d'aujourd'hui et avec le climat de demain? Mais vous pouvez aussi étoffer vos choix sur les scénarios. Vous pouvez aller sur un scénario tendanciel basé sur l'évolution actuelle par rapport au passé, ou alors des scénarios contrastés. Et là, on part sur différentes trajectoires socio-économiques possibles. Et enfin, une autre Désolée, je te coupe, il y a une question, du coup, tu en as parlé. Comment savoir si les sous-unités d'un bassin versant sont cohérentes ou non du point de vue socio-économique? Par exemple, je pense au bassin versant en bord de mer. Si on a un paysage plutôt montagnard et rural en tête de bassin, et puis un paysage plutôt de plaine, de bord de mer, très habité quand on s'approche du littoral, du coup on peut avoir voilà, une distinction entre deux sous-bassins, enfin deux périmètres qui est des caractéristiques socio-économiques bien distinctes. L'un plutôt rural, l'autre plutôt citadin, avec les caractéristiques qui y sont liées. Et donc, une dernière question que je vous ai mise sur la partie de cadrage de votre démarche, c'est comment piloter la démarche. Donc là, vous allez réfléchir à l'équipe projet, parce que ce type de démarche, pour ceux qui l'ont déjà fait parmi vous, ça demande beaucoup de temps. Il peut y avoir une personne, mais il peut y avoir plusieurs personnes qui sont dédiées à ce travail, ou en tout cas une personne qui soit chargée principalement de la démarche et puis d'autres personnes en appui au sein de l'équipe. Vous allez vous poser des questions sur la gouvernance de votre projet, les partenaires et les autres instances que vous envisagez de mobiliser, à quel moment, comment.
Et puis, vous allez anticiper éventuellement des événements ou des débats à plus large échelle, donc d'autres partenaires que vous allez associer, mais à des moments peut-être plus ponctuels. Et puis, éventuellement, s'il y a des phases plutôt ouvertes au grand public, c'est pareil. Ça s'anticipe dès le démarrage. Alors, si je passe à la deuxième étape sur la chaîne de valeur, donc on va commencer par identifier les impacts. Donc, vous avez identifié dans un premier temps vos thématiques prioritaires. Donc, quels sont les impacts liés à ces thématiques? Donc, je vous ai remis là une définition. Les impacts, c'est la conséquence potentielle humaine, environnementale et ou économique, directe ou indirecte, des évolutions hydroclimatiques dues au changement climatique sur un enjeu donné. Ensuite, vous allez déterminer des facteurs de vulnérabilité pour chacun de ces impacts. Donc, vous avez deux types de facteurs, les facteurs hydroclimatiques, donc tout ce qui est variation climatique auquel le système est exposé. Je vous ai mis deux exemples. Et puis, vous avez les facteurs non climatiques, donc les caractéristiques intrinsèques d'un territoire. C'est l'exemple de chaîne d'impact synthétique que je voulais vous présenter. Alors, à la base, c'est vrai que j'ai pas mis l'image, mais c'est un gros travail très, très fourni et très dense. Donc là, on est vraiment sur une synthèse. Alors, vous avez à gauche tous les facteurs. Les facteurs climatiques ou hydroclimatiques sont en vert et les facteurs non climatiques sont en bleu. Ensuite, en jaune, vous êtes sur les impacts intermédiaires et en rouge, on est sur l'impact qui a été identifié. Est-ce qu'il y a une taille de territoire idéale, entre guillemets, pour mener cette démarche ou une taille limite max? Bah, alors, c'est difficile de répondre à cette question, mais en fait, les tailles classiques de périmètre sur ce type de travail, ça va être les bassins versants des sages, en fait. On est sur des territoires qui ont quand même une cohérence dans leur ensemble, et souvent, la cohérence, elle n'est pas que hydrologique ou hydrogéologique, qui est quand même. Donc, il faut rester sur quelque chose de suffisamment petit sans être voilà, un tout petit sous-bassin versant sur l'équivalent de 2 communes, par exemple, mais pas trop gros, parce que sinon, ça demanderait énormément de travail. Donc, il faut quand même garder une cohérence d'ensemble. Donc voilà, en gros, ce que je peux dire, c'est que la taille périmètre de sage, c'est un bon périmètre pour travailler. Alors, une fois qu'on a identifié ces chaînes d'impact, on va travailler sur les facteurs de vulnérabilité, les facteurs hydroclimatiques et les facteurs non climatiques. Donc, dans un premier temps, on va définir des indicateurs qui soient représentatifs de ces facteurs. L'idée, c'est vraiment de les objectiver et de les spatialiser. Donc, en fait, ils vont permettre d'évaluer des niveaux de vulnérabilité par impact. Alors, bon, ils réapparaissent comme ça, voilà. D'ailleurs, hop, je vais tous vous les remettre, voilà, ce sera mieux. Quelques conseils pour le choix des indicateurs. Alors déjà, il faut qu'ils soient en nombre limité, parce que sinon, vous allez vous perdre complètement dans la démarche. Ce qui est important, alors là, on va reparler de la spatialisation, c'est d'avoir des données qui sont homogènes sur votre territoire et qui aient une résolution spatiale qui permette de différencier vos différents sous-territoires d'études. Ce que je veux dire par là, c'est que si je reprends mon exemple de tout à l'heure avec vous avez votre bassin versant, pardon, vous décidez de le séparer en deux sous-territoires, un plutôt rural, un peu en altitude, de relief, et puis un plutôt urbain, bord de mer, plaine, même peut-être plus d'agriculture, etc. Si la résolution de vos données elle est à l'échelle entière de votre bassin versant, vous serez moins fin en fait dans votre analyse. Donc, il vaut mieux avoir une résolution spatiale qui permette d'avoir à la fois des données dans votre partie de montagne et des données dans votre partie plutôt littorale. Des données différentes, spatialisées. Et un autre conseil, c'est de privilégier des données qui soient issues de processus de collecte et de traitement d'études qui soient largement acceptés. Si quelqu'un a produit des données dans son coin et les amène en disant voilà, on peut se baser là-dessus, que ça n'a pas été vérifié par d'autres acteurs, etc., forcément, je cherche mon mot, quelle légitimité on peut donner à ces données. Voilà, donc ça c'est important aussi de se baser sur des données qui vont être largement acceptées.
Alors, il y a deux types d'indicateurs. Les indicateurs climatiques ou hydroclimatiques, par exemple, température, évapotranspiration, débit, recharge des nappes, etc. Et vous avez aussi les indicateurs non climatiques. Donc là, par exemple, on peut parler des données sur les milieux, des données d'occupation du sol, des données sur les usages de l'eau et des données d'état des lieux, par exemple. Alors, je vais passer à la quatrième Bien. phase. Alors, bah, du coup, je commence sur la partie 4, sur l'évaluation, enfin, le score de vulnérabilité. Alors, pour chaque zone d'étude, donc chaque sous-périmètre, sous-territoire et chaque impact ou groupe d'impact, parce que des fois, vous allez décider de grouper vos impacts, si vous en avez beaucoup notamment, et que certains sont proches ou sur un même domaine. Donc voilà, pour chaque zone d'étude, chaque impact, vous allez attribuer un score climatique et un score non climatique. Alors avant d'aller plus loin déjà sur ces scores, vous pouvez avoir, enfin, non, j'avance, pardon, ils sont basés sur l'évaluation de un ou plusieurs indicateurs, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir, par exemple, si vous avez 4 indicateurs pour votre score climatique, ça ne veut pas dire que vous allez avoir 4 scores climatiques. En fait, vous allez grouper les indicateurs pour en extraire un seul score. Alors, par exemple, là, je vous ai mis dessous, si on décide qu'un indicateur, c'est le pourcentage de sols agricoles qui ont avec le stress, je n'arrive plus à retrouver mes mots, une réserve utile inférieure à 100 mm. Vous avez des pourcentages des sols agricoles sur la droite et en face, vous allez choisir d'appliquer des scores. Donc là, on a décidé de mettre des scores de 1 à 5. Si par exemple, vous aviez un autre indicateur que vous scoriez également de 1 à 5, ben, vous pouvez décider, par exemple, de moyenner vos indicateurs ou de les croiser d'autres façons. En fait, ce qui compte, c'est que ça soit cohérent pour l'ensemble des acteurs qui participent à ce travail. Et vous ressortez donc à la fin avec un score climatique, un score non climatique, quel que soit le nombre d'indicateurs que vous avez utilisé pour chacun de vos scores. Ça peut être un indicateur, un score, ça fonctionne aussi. Ensuite, on va les croiser. Vous vous souvenez de ce petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure? On croise nos scores. Donc là, je vous ai mis un exemple à droite. Pour la demande agricole, on a la sensibilité qui est forte et l'exposition qui est moyenne. Donc, ça nous donne une vulnérabilité d'une valeur de 4, comme vous le voyez sur le croisement dessous. Donc, une vulnérabilité forte du sage en ce qui concerne la demande en eau agricole. Et enfin, la partie la plus visuelle et souvent assez satisfaisante, c'est la partie synthèse et résultats. Donc là, vous allez en fait faire en sorte d'avoir quelque chose de visuel sur tout ce que vous avez obtenu comme données pendant tout votre travail. Donc réalisation des cartes, par exemple, de vulnérabilité du territoire ou d'autres supports visuels. Je vous ai mis en dessous là une cartographie des impacts que je trouvais assez bien fait au SMEAG. Et là, c'est représenté justement par territoire. Donc, les territoires n'ont pas tous la même vulnérabilité. Donc ça, c'est intéressant justement de voir. Alors, pour revenir justement à la question d'avant, si on n'a pas, choisi les mêmes indicateurs, on ne peut pas en fait. Alors, c'est pas forcément une histoire de comparaison, mais ça permet quand même de situer un peu les différents sous-territoires du périmètre. Donc, ça reste intéressant d'avoir les mêmes indicateurs qu'on travaille tout le long de l'étude. Passe à la partie acquis de la démarche diagnostique. Alors, un des acquis, c'est que ça permet d'établir un dialogue entre les différents acteurs et puis aussi de démystifier le sujet de l'adaptation au changement climatique et de contribuer à un diagnostic qui soit partagé et objectivé, puisqu'on utilise quand même des données scientifiques. C'est un complément utile et moins coûteux aux approches de modélisation qui permet de renforcer la concertation. C'est un cheminement méthodologique qui est clair,
Je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouve que la méthode est vraiment très pédagogue, qui permet de, pardon, le mot était juste en dessous, qui permet de façon pédagogique d'analyser et de territorialiser ces vulnérabilités. Et puis vous avez donc dans les guides, je le redis, des ressources et des fiches qui vous permettront d'appliquer la méthode pas à pas et en autonomie. Alors, l'adaptation avec un passage à l'action encore limité. Alors, le constat, c'est que les stratégies d'adaptation actuelles privilégient davantage des actions qui soient plutôt ponctuelles que la recherche d'une résilience territoriale à long terme. Alors, quels sont les freins dans le cadre de cette situation? Déjà, il y a le fait que le changement climatique peut interroger les limites de fonctionnement de certains territoires. C'est-à-dire que quand on se met en contexte de changement climatique, on voit qu'on ne peut plus fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui peut représenter un frein parce que c'est quand même assez effrayant en soi. Un autre frein, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre une ambition de résilience à long terme, comme il faudrait en avoir avec le changement climatique, et une recherche de résultats à court terme, comme on le trouve souvent dans les orientations politiques. Et puis, il y a aussi un autre frein d'importance, c'est le fait qu'il y a des incertitudes qui entourent les évolutions futures du climat et ses impacts. Donc, ça rend la planification de l'adaptation complexe sur le long terme parce qu'en fait, on ne sait pas comment ça sera. Aujourd'hui, voilà, on se projette, mais on ne sait pas exactement ce qui va survenir et quand. Donc, même si on sait qu'effectivement, c'est en cours, mais voilà, c'est difficile de savoir exactement. Donc ça amène des incertitudes qui font que c'est difficile de se lancer dans ce type de démarche, a priori. Alors on peut se poser plusieurs questions. Déjà, par quoi on commence? On peut se demander à partir de quel seuil ou quel niveau de changement climatique on doit privilégier telle ou telle action d'adaptation. Autre question, on peut se demander quels sont nos objectifs stratégiques d'adaptation face aux impacts du changement climatique et à leurs incertitudes. Et puis, quelles sont nos alternatives et nos bifurcations possibles. Donc, il y a eu des travaux là-dessus. Là, je vous ai mis un exemple que je ne vais pas commenter parce que je vais commenter plutôt la diapo d'après. Mais en gros, une stratégie pour faire un peu face à toutes ces questions qui peuvent se poser sur les territoires, c'est d'avoir une approche méthodologique par trajectoire d'adaptation. Donc là, en gros, ce que vous avez, c'est l'évolution du changement climatique. En plus, vous voyez ma souris? Oui, on la voit. Merci. Donc, vous avez donc l'évolution du changement climatique avec sa représentation. Les pointillés, ça représente des seuils qui permettent de passer d'un niveau de changement climatique à un autre. Et on propose de travailler par trajectoire d'adaptation, c'est-à-dire qu'en fait, on va réfléchir à des actions qu'on va regrouper par trajectoire, chaque trajectoire représentant une vision, une orientation stratégique ou politique, etc. Et les seuils ne sont pas timés, ce qui permet justement plutôt d'observer l'évolution du climat. Et quand on passe un seuil, on sait qu'on va passer à la deuxième étape de l'adaptation avec les actions qu'on aura définies à ce niveau-là. Alors, je ne suis peut-être pas très claire, mais je vais rentrer dans le détail. Alors, les objectifs de l'outil stratégique, donc, c'est de s'adresser aux territoires qui ont effectué un diagnostic des vulnérabilités au changement climatique. Diagnostic, comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'est pas forcément celui qu'on présente dans cette démarche, à condition parfois de l'adapter, mais voilà, ça peut être un autre type de diagnostic. On définit des axes prioritaires d'action pour l'adaptation dans le domaine de l'eau à l'échelle d'entités de gestion. Autre objectif, mobiliser en interne et en externe autour des trajectoires d'adaptation pour construire collectivement le futur du territoire dans un contexte de changement climatique. Intégrer de la flexibilité dans une planification à long terme, ça c'est vraiment un gros avantage de cette approche par trajectoire.
Identifier les actions à mettre en œuvre dès à présent en s'assurant qu'elles ne compromettent pas l'avenir. En gros, on va rechercher notamment à ne pas faire de maladaptation et planifier des actions d'adaptation qui soient transformatives, qu'on envisage souvent plutôt sur le long terme, sauf que comme je vous le disais, souvent les stratégies d'adaptation sont plutôt à court ou moyen terme. Alors, les étapes de la démarche sont représentées ici. Donc, étape 0, vous allez élaborer la feuille de route, créer un nouveau projet. Ensuite, vous allez cadrer votre projet, puis lister les impacts et les caractériser. Vous définirez des objectifs d'adaptation, puis lister et évaluer les actions d'adaptation qui répondent à ces objectifs. Et enfin, construire vos trajectoires et planifier l'adaptation. Alors, je vais revenir de façon plus synthétique que pour le diagnostic sur la partie trajectoire. Donc, premières étapes de la démarche, vous allez notamment identifier vos objectifs dans le cadre de cette démarche, la gouvernance à mettre en place, les partenaires à associer, le cadrage technique, l'équipe dont je parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une personne à temps plein ou pas, associée à d'autres collègues, etc. Vous allez dimensionner le projet, choisir l'angle d'entrée, faire le bilan de l'avancement du territoire en matière de planification en lien avec le changement climatique. Et là, je rappelle que l'outil propose des fiches animation et des fiches méthodes en annexe du guide qui vont vous aider et vous accompagner dans ces étapes de création de nouveaux projets et de cadrage de votre projet. Alors, une autre étape, c'est lister et caractériser les impacts. Donc là, en gros, vous allez repartir des résultats du diagnostic. Et j'ai mis un E à regarde, je ne sais pas pourquoi. Au regard de l'enjeu considéré, vous allez vous demander quels sont les impacts prioritaires, parce qu'en général, on ne peut pas tout traiter. Et vous allez identifier les causes climatiques et non climatiques, puis définir des niveaux d'impact, d'intensité croissante. Et là, on va être sur du narratif et des seuils pour passer d'un niveau à l'autre. Donc, je vous ai mis des exemples pour illustrer ce que je vous ai dit en dessous. Si par exemple, vous avez un impact qui est l'augmentation des ruissellements, eh bien, vous allez définir les niveaux d'impact de niveau croissant à droite. Et là, on est qu'effectivement sur du narratif. Par exemple, premier niveau, les phénomènes de ruissellement sont peu fréquents et éphémères, n'impliquant pas d'impact notable. Jusqu'au niveau 3, les phénomènes de ruissellement sont intenses à chaque événement pluvieux notable. Ils causent des dégâts très importants et mettent en péril des villes ou des activités. Ensuite, vous allez vous poser la question, comme je vous le disais juste avant, des seuils. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur les trajectoires, vous avez des seuils à passer. Donc là, vous avez des seuils entre le niveau 1 et 2 et entre le niveau 2 et 3. Et vous allez pour cela identifier des indicateurs que vous allez utiliser pour définir ces seuils. Donc là, par exemple, c'est un autre exemple. L'indicateur, c'est un indicateur climatique et il s'agit du nombre de jours de très fortes précipitations. Là, vous allez vous baser pour identifier des valeurs, en général sur les données, par exemple les données de RIAS, à des horizons temporels différents. Et puis ça peut être à dire d'expert. En général, on complète avec le à dire d'expert. Et donc là, dans l'exemple, pour passer du seuil 1, du niveau 1 au niveau 2, on a identifié que c'est le passage à 20 jours par an de très fortes précipitations. Et puis on a 40 jours entre le niveau 2 et le niveau 3. L'avantage d'avoir des valeurs pour passer d'un seuil à l'autre et non pas des dates ou des périodes, c'est que comme on ne sait pas aujourd'hui exactement à quelle vitesse ou quand on va passer ces seuils, ça permet de s'adapter au changement climatique réel, c'est-à-dire qu'on va vraiment le suivre plutôt que de se dire, par exemple, en 2030, quoi qu'il arrive, on passe au niveau 2 et on applique les actions du niveau 2. Voilà, donc ça permet vraiment une flexibilité.
Ensuite, vous allez définir les objectifs de l'adaptation. Donc, vous allez formuler les objectifs de la stratégie d'adaptation au changement climatique en fonction de l'intensité de l'impact. Et pour chaque niveau d'impact, vous allez définir un objectif d'adaptation qui va renforcer la capacité d'adaptation du territoire ou réduire sa vulnérabilité au changement climatique. Donc là, je vous mets un exemple dessous d'objectifs d'adaptation pour 3 niveaux d'impact différents. Le premier niveau serait contenir le risque inondation via une meilleure gestion des cours d'eau. Deuxième objectif pour deuxième niveau, adopter un aménagement territorial incluant davantage le risque inondation et rétablir les dynamiques naturelles pour gérer les flux d'eau. Et puis un troisième objectif pour un niveau 3 serait délocaliser les zones à enjeu, habitation, activité, dans des zones non inondables et rendre entièrement à la nature les zones inondables. Voilà, donc on va vraiment crescendo. Une fois que vous en êtes à la partie objectifs d'adaptation qui sont définis, bah là, vous allez passer à la phase définition des solutions, c'est-à-dire quelles sont les actions d'adaptation qu'on peut mettre en place. Donc, vous allez les identifier dans un premier temps. Donc, vous avez vos niveaux. Là, j'ai repris les mêmes, contenir le risque inondation via une meilleure gestion des cours d'eau jusqu'à on délocalise les zones à enjeu, etc. Donc là, vous listez vos actions et vous les mettez en face des niveaux où vous estimez devoir les mettre en œuvre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez les évaluer, les prioriser et les séquencer. Donc, vous allez faire appel à une analyse multicritère. En général, vous avez plusieurs critères. Dans les guides, vous avez des conseils, des listes qui vous sont proposées. Vous allez réfléchir aussi aux besoins d'anticipation des actions, parce que c'est vrai qu'il y a des actions, des fois, on ne peut pas juste les lancer comme ça. Il peut y avoir, par exemple, une phase d'expérimentation avant de généraliser un type d'action. Donc, on va prévoir, si on souhaite mettre une action en place au niveau 2 et qu'on a besoin d'expérimenter d'abord, ben, on va prévoir l'expérimentation au niveau 1. Et puis, une étape importante également, ben, c'est d'identifier les actions qui seraient incompatibles entre elles pour éviter d'avoir des problèmes au moment de la mise en œuvre derrière. Alors ensuite, on va passer donc à la construction des trajectoires. Donc la construction des trajectoires, c'est vraiment la phase d'articulation et de séquençage des actions d'adaptation qu'on a évaluées précédemment. Et chaque trajectoire, comme je vous le disais tout à l'heure, correspond vraiment à une façon d'atteindre son objectif d'adaptation qui est différente. Et donc, la trajectoire peut être, enfin, chaque trajectoire sera en lien avec une stratégie différente ou une volonté politique différente ou une façon différente de répondre à un enjeu. Et donc, on va sélectionner des bouquets d'actions qui sont pertinents pour chacune des trajectoires. Il peut y avoir il peut y avoir pour une seule action, non, je recommence. Une seule action peut faire partie de plusieurs trajectoires. Alors là, je vous donne un exemple d'assemblage des actions pour former. Là, en l'occurrence, vous avez 3 trajectoires. Une trajectoire en bleu, une en vert, une en rouge. Et vous voyez, comme je vous disais juste avant, vous pouvez avoir plusieurs actions qui sont utilisées dans différentes trajectoires. Une action utilisée dans plusieurs trajectoires. Je vais y arriver. Autre représentation que je trouvais aussi assez parlante ici. Donc là, c'est pour l'enjeu prévenir les inondations. Et là, l'approche qu'on a choisie pour cette trajectoire, c'est on s'appuie sur les dynamiques naturelles et les services écosystémiques. Donc si je vous explique ce que vous voyez là, en gros, vous avez à gauche les différentes actions qui ont été identifiées. Mais en fait, on ne va pas toutes les utiliser dans cette trajectoire. Celles qui sont utilisées sont celles qui sont surlignées en vert sur les dessins. Donc en gros, les deux au-dessus, là, ce sont des actions identifiées, mais qui ne sont pas utilisées pour cette trajectoire. Et on voit comment les actions sont séquencées dans le temps en fonction des niveaux. Et la partie en pointillé, c'est quand on a besoin de préparer la mise en œuvre d'une action. Vous avez donc, bien sûr, pardon, j'aurais dû commencer par ça, les 3 niveaux en haut.
Et puis en bas, vous avez pour chacun des seuils l'indicateur et la valeur qui a été choisie pour passer d'un seuil à l'autre. Là, je suis sur l'outil web. Et donc, on est sur un projet qui a été mené. Donc, vous avez, comme sur l'illustration juste avant, les 3 niveaux ici. Là, vous avez les 8 actions. Et à partir de ça, ici, on est sur une trajectoire. C'est celle qui est en orange. Cette trajectoire, c'est... ah oui, je ne l'ai pas en entier. Donc, voilà. C'est prévenir les inondations en s'appuyant sur l'ingénierie et le progrès technique. Donc là, on a choisi un certain nombre d'actions pour répondre à cette trajectoire, actions qu'on va retrouver à différents niveaux. Et puis, on a une autre trajectoire qui est prévenir les inondations en s'appuyant sur les dynamiques naturelles et les services écosystémiques. C'est celle que je vous montrais juste avant. Et là, vous voyez qu'on a d'autres actions, ou des fois les mêmes qu'on retrouve sur différentes trajectoires. Et les actions, on les met en œuvre à différents niveaux. Par exemple, là, vous avez une action qui est sur la communication que vous allez mettre en œuvre sur les 3 niveaux parce qu'on estime que c'est important tout le temps. Et puis pour d'autres, repenser l'aménagement territorial en fonction du risque inondation, c'est quelque chose qu'on va préparer mais mettre en œuvre au niveau 3. Alors, vous avez construit votre trajectoire, vous allez passer à la planification d'adaptation. Alors, les objectifs, c'est d'intégrer les actions d'adaptation dans les documents de planification. C'est vrai que là, vous avez fait un travail très complet, mais ce serait dommage que ça reste dans un coin. En fait, il faut le lier au document de planification du territoire, classiquement le SAGE, par exemple, à l'occasion d'une révision. Vous allez réfléchir à la temporalité. Alors, je mets approximativement, je vous en reparle juste en dessous, là, à la temporalité de leur mise en œuvre. Forcément, quand on planifie, on a quand même besoin un peu d'un ordre d'idée de quand est-ce qu'on fait quoi. Il faut aller chercher les financements, anticiper, etc. Donc, on réfléchit à la temporalité de la mise en œuvre en identifiant des dates clés pour les jalons de la stratégie d'adaptation. Donc, dessous, je vous ai mis un exemple. Là, vous voyez, on n'est pas sur une date précise, on est plutôt sur une période, parce qu'au vu des données qu'on est allé chercher, des projections du changement climatique, etc., on sait qu'a priori, il est possible qu'on soit sur, par exemple, le niveau 2 entre 2035 et 2040. Donc, ça permet quand même d'avoir une planification temporelle, tout en sachant que ça va être flexible quand même et qu'il peut y avoir des adaptations quand on s'approche des échéances. Alors j'avais préparé une diapo avec quelques extraits de l'outil web, juste pour que vous ayez une image. Là, l'idée, c'est pas forcément d'en parler, mais plus voilà, de montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Mais éventuellement, je peux montrer peut-être une ou 2 pages après. Et j'avais également préparé cette diapo-là sur la plus-value de l'outil stratégique. Alors déjà, ça permet de planifier l'adaptation en situation d'incertitude et de séquencer les actions en fonction du dépassement de seuil de vulnérabilité. C'est ce qu'on a vu juste avant. Ça permet d'imaginer des trajectoires de transformation face à des niveaux élevés d'impact, encore difficiles à appréhender aujourd'hui. Un niveau de technicité suffisant pour permettre à l'ensemble des acteurs du territoire de participer et de s'approprier ce nouveau mode de planification. Et enfin, un outil web et des ressources qui permettent un bon accompagnement du territoire dans le travail de concertation et d'animation.